Avec l'émission Frédéric Bérard, bonjour. Un plaisir de vous retrouver, cher ami. On a une table d'hôte assez bien chargée avec les sujets ce matin. On va commencer avec cette fameuse motion qui a été adoptée unanimement par l'Assemblée nationale jeudi dernier pour déplorer l'utilisation de l'expression personne ayant un vagin. On faisait référence à un jugement de la Cour suprême du Canada qui continue encore de faire couler beaucoup d'encre. Et là, attention, les députés, hier de l'opposition, ont précisé qu'ils n'ont pas eu le temps de lire parce que ça avait été adopté à l'unanimité, cette motion. On dit qu'on n'a pas eu le temps de prendre connaissance du jugement de la Cour suprême. Il y a beaucoup de choses à aborder là-dedans. Tout d'abord, on va revenir au tout début. Juste la petite histoire de cette motion. Pourquoi est-ce que Québec a tenu à déplorer ce qui s'était passé en Cour suprême? C'est très, très symptomatique de cette ère de désinformation et de populisme, là, Frédéric, pour dire le moindre. Là. Moi, je suis absolument, comment je te dirais? Estomaqué? Alarmé même à quel point on est capable d'instrumentaliser de la bêtise et du mensonge pour faire croire n'importe quoi aux gens. Et cette motion-là a été déposée par Martine Biron, qui est une ancienne journaliste, à laquelle on pourrait prêter un minimum de rigueur. Or, la décision de la Cour suprême à laquelle on réfère ici dit tout à fait le contraire de ce pourquoi on l'a condamné. C'est une décision en matière d'agression sexuelle où la Cour suprême emploie 67 fois le terme « femme ». Et en plus de ça, et ça c'est le bout le plus important, les 5 juges femmes de la Cour suprême vous disent ceci et d'autres aussi, parce que tu auras compris qu'il y a une majorité de femmes maintenant à la Cour suprême du Canada, ils disent qu'une femme qui est intoxiquée et qui se fait violer, lorsqu'elle vous dit « j'ai été pénétrée », ben elle est au courant si elle est pénétrée. Et on n'a pas besoin d'expertise supplémentaire pour le savoir. C'est un gain absolument phénoménal pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. C'est probablement la décision la plus importante des dernières décennies au Canada à cet effet-là. Et là, on a une Assemblée nationale qui condamne à l'unanimité le fait qu'on aurait invisibilisé les femmes. Mais c'est parce que c'est hallucinant, là. On est dans la stratosphère de la bêtise, là. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ce, je dirais pas un mea culpa, mais de ces précisions apportées par les partis d'opposition hier? Ben, c'est un mea culpa, c'est drôle parce qu'on en parlait ensemble justement pour préparer la chronique quand tout ceci est survenu. Ils n'avaient pas le choix, à mon avis. Québec solidaire et les libéraux ont fait ce mea culpa. On dit, on s'est planté, on a voté sur une décision que nous n'avons pas lue. Et pourquoi? Parce que c'est un classique, ça, à l'Assemblée nationale, et à mon avis, cette pratique devrait cesser. C'est qu'on suggère des motions. Les partis d'opposition, par exemple, ont 10 minutes pour réagir. Donc, impossible qu'on puisse lire une décision d'envergure de la Cour suprême en 10 minutes. On essaie de les piéger et de les coincer. Et moi, je dirais honte au Parti québécois de Saint-Pierre Plamondon, qui a maintenu sa version. Saint-Pierre Plamondon est même allé dire, j'ai lu la décision en amont. Ceci est de la frime, Frédéric, je te le dis. Il est impossible de lire une décision aussi chargée en moins de 10 minutes. On essaie de jouer le jeu du populisme et ça, franchement, c'est très désolant. Et j'espère franchement aussi que l'Assemblée nationale cessera ces petites pratiques partisanes qui déshonorent, à mon avis, son travail dans l'ensemble. Et dernière chose là-dessus, est-ce que un gouvernement peut revenir en arrière et finalement annuler une motion qui a été adoptée? Il faudra à ce moment-là adopter une motion disant on s'est planté, nos excuses. Et c'est franchement ce qu'il aurait dû faire, parce que là, ça devient drôlement gênant pour une institution qui devrait être respectable comme l'Assemblée nationale. François Legault a dit, j'ai pas lu le jugement, mais pour nous, c'est important de défendre le droit des femmes du Québec. Oui, mais ça, il y a personne qui est contre ça, puis ça donne bien justement parce que la décision de la Cour suprême fait exactement ça, de défendre le droit des femmes du Québec. Donc, voilà. On va revenir sur le tête-à-tête qui a eu lieu la semaine dernière entre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son homologue François Legault sur la question en matière d'immigration. Finalement, c'était une fin de non-recevoir du gouvernement fédéral. Est-ce qu'on est tombé en bas de nos chaises? On ne tombe pas en bas de nos chaises, non, mais encore là, c'est parce qu'on essaie d'instrumentaliser des trucs qui sont, comment je dirais, qui sont absurdes. Puis ça, c'est dommage, là, parce que
Il y a une possibilité de s'entendre en matière d'immigration. On l'a déjà fait en 79, l'entente Colin Couture entre le fédéral Québec, où Québec est devenu, a maintenant le premier choix sur tout ce qui a trait à l'immigration francophone. On a eu une entente similaire au début des années 90. La réalité, c'est que l'immigration est une compétence partagée entre Québec et le fédéral. Vous pouvez aller voir à cet effet-là l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867. Par contre, et c'est là que ça devient drôlement problématique, François Legault essaie de coincer le fédéral. On veut tous les pouvoirs en matière d'immigration. Or, fais un tour d'horizon là, en Occident, là, puis trouvez-moi là, une seule fédération où c'est une province, un État, ou un landaire ou un canton qui va déterminer de l'ensemble de la politique d'immigration du pays. Ça n'existe pas. C'est absurde. Savez-vous que François Legault émette les passeports canadiens, décide qu'il va devenir citoyen canadien, décide qui et comment vont aller les demandeurs. Mais c'est une absurdité totale. Évidemment que le fédéral ne peut pas dire oui à ça. C'est absurde. Par contre, s'il y avait des demandes ciblées, intelligente, mais là, peut-être qu'il y aurait une possibilité de négociation. Mais moi, franchement, si j'étais Justin Trudeau, je dis, moi, je veux bien vous aider en matière d'immigration. On peut se coordonner. Je peux peut-être penser à déférer certains pouvoirs, et là, ça prendra des amendements constitutionnels, mais de vous donner en bloc tous les pouvoirs du Canada en matière d'immigration, mais ça s'appelle un Québec souverain. Et si c'est ce que François Legault souhaite, ben, qu'il organise un référendum sur l'indépendance du Québec, c'est tout. Mais alors, comment on peut expliquer une stratégie comme ça de la part de Québec? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement joue mal ses cartes? Non, c'est sûr. Entre autres, puis c'est encore une fois symptomatique d'une espèce de populisme et de désinformation. On essaie de faire croire aux gens, regardez, là, on va aller chercher tous les pouvoirs, regardez comme on est nationaliste. Oui, parce que où ça devient embêtant, c'est que c'est sûr que le fédéral va dire non. Alors là, le François Legault revient, puis le PQ dit, regardez, vous êtes encore fait dire non, vous avez l'air ridicule, ça prend l'indépendance, qui est l'option peut-être, qui est peut-être la solution à cet effet-là. Pour le reste, donc oui, Legault joue mal ses cartes, mais aussi et surtout, puis moi c'est ce qui me désole encore une fois, c'est qu'on laisse croire aux gens que oui, on pourrait les avoir, tous les pouvoirs en immigration, alors que c'est tout à fait absurde. Ça n'existe pas dans une fédération. Et c'est quoi les conséquences, justement, lorsqu'on joue, parce qu'on entend souvent là, les fameuses compétences, et on en a parlé souvent ensemble. C'est quoi le danger? Là, finalement, il y a un règlement pour le transfert en santé, c'est une bonne chose, mais l'immigration, la santé et d'autres dossiers comme ça, qu'est-ce que ça peut causer au sein de la population lorsqu'on joue sur ces termes et qu'on délimite mal les concepts de champ de compétences? C'est qu'on fait de la petite politique avec ça. On désinforme nécessairement, je me répète, mais parce que c'est la seule réponse, à mon avis, à cet égard-là. Et là, les gens deviennent un peu tout brouillés. Et comme disait la très célèbre philosophe Hannah Arendt, quand on ment en permanence à une population, à un peuple, on arrive à un moment donné où le peuple croit absolument tout, ne croit plus rien du tout. Et on peut faire absolument n'importe quoi avec ce peuple-là. Et là, franchement, on est dans une sphère, une spirale, je dirais, qui devient de plus en plus problématique. Et c'est pas typique au Québec. Hein. On voit ce qui se passe au sud de la frontière, on voit ce qui se passe en Europe. Franchement, c'est rendu un peu partout en Occident, ce populisme-là, qui est fondé sur une désinformation qui est franchement désolante. Et pour terminer, je veux te relancer pour la fin de la chronique sur un sujet qui a attiré mon attention au début du mois de mars. C'est le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la nomination des juges, parce que lui, il mentionnait que placer les bonnes personnes aux bons endroits pour qu'en fin de compte, l'Ontario ait des juges plus durs qui envoient des criminels violents en prison. Lui, il voit pas de problème. En fait, placer des juges qui pensent comme lui, comme son gouvernement, ça fait réagir. C'est rare qu'on entende, disons, un élu ou un premier ministre comme ça, au Canada, à tout le moins, là, être aussi vocal sur des nominations des juges. Quelle est ton analyse de ce qui s'est passé en Ontario? On va donner à Doug Ford ce qui lui revient. Hein. Il est né d'une candeur désarmante. C'est quand même celui qui promettait de la bière à 1 piastre lors d'une élection provinciale. Donc, on va quand même lui donner ça. Il est très, très transparent. Évidemment que les gouvernements ont tendance à vouloir nommer des juges qui correspondent, qui adhèrent à leurs valeurs, mais la réalité, c'est que c'est pas le premier ministre qui décide à 100%. Il y a des comités de sélection qui sont indépendants, qui sont nommés ou qui sont présidés parfois par des gens avec des idéologies différentes. On tient à l'indépendance judiciaire au Canada, à l'impartialité. Nous ne sommes pas les États-Unis et on ne veut pas que ce le soit. Et puis pour le reste, dans une province comme l'Ontario, le seul pouvoir de nomination possible de Doug Ford, c'est dans une cour
très inférieure, là, qui est un peu l'équivalent, une cour inférieure qui est un peu l'équivalent de la Cour du Québec. Oui, on détermine quelques affaires en matière criminelle, mais les trucs plus graves souvent se passent en Cour supérieure. D'un point de vue constitutionnel, ça se passe en Cour supérieure. D'un point de vue faillite et autres, ça se passe en Cour supérieure. Matière familiale, une bonne partie aussi. Ce qui fait donc que c'est beaucoup plus, encore une fois, c'est le thème de la chronique, faut croire, une question de désinformation et de populisme, disant là, ça va faire, on va nommer des juges là qui vont être tough avec les criminels, sachant par contre très bien, ou du moins Ford devrait le savoir, que ceci serait très, très, très limité dans son application, même s'il décidait d'aller de l'avant. Frédéric Bérard, on se reparle la semaine prochaine, mercredi, pour d'autres sujets. Je ne sais pas si le mot populisme ou désinformation va encore être à l'honneur pour la prochaine chronique. On verra ce que l'actualité va nous donner comme matériel. Merci beaucoup, Frédéric. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.